Je passerai la parole pendant 2 minutes à Henri Baclé qui vous présentera l'Institut politique Léon Harmel. Voilà, parce que le réseau d'auberges espagnoles Sainte-Catherine-de-Sienne est un réseau qui a pour objet d'aider des associations chrétiennes, plutôt de petite ou de moyenne taille, et donc on fait de la mutualisation, on fait de l'entraide, et donc on organise des soirées comme celle-là, des dîners, pour qu'il y ait une véritable logique de réseau qui s'installe entre ces associations. Voilà, donc, et ces soirées sont l'occasion de présenter des structures, des initiatives qui sont en lien avec le thème de la soirée. Voilà, donc je vais donner la parole donc très rapidement à Henri qui va vous parler donc, de l'Institut politique Léon Harmel qui délivre des formations politiques, en éthique sociale et en bioéthique. Merci. Bien, bonsoir à tous. Quelques mots pour vous présenter l'Institut politique Léon Harmel. Léon Harmel, c'est un des catholiques très impliqués dans le mouvement catholicisme social du XIXe siècle et qui a aidé Léon XIII à rédiger la première encyclique de la doctrine sociale de l'Église, Rerum Novarum. L'IPLH est donc un institut de formation privé qui a une bonne dizaine d'années. J'ai fait partie de la toute première promotion 2004-2006 en politique, donc qui délivre des Master 5 en politique et également une formation qui a été créée quelques années après en bioéthique, en politique et bioéthique. Ce sont des diplômes universitaires qui sont délivrés par l'UCO, l'Université catholique de l'Ouest, qui est à Angers. Ces formations se font de manière tout à fait compatible avec une vie familiale ou une vie professionnelle. En politique, c'est 2 samedis par mois pour ce qu'on appelle la formation en présentiel, et en bioéthique, c'est 2 jours en fin de semaine, 1 fois par mois ou 2 fois par mois. Ça dépend un peu des périodes en fonction des vacances. Ces formations sont très riches. En fait, l'intuition de Jean Soubrier qui l'a créée, c'était de donner à ceux qui voulaient s'engager une formation suffisamment solide pour les aider dans leurs engagements. En fait, pour lui, s'engager, former, c'est déjà s'engager, et donc cette formation est très très utile. Après la manif pour tous, beaucoup de jeunes ont ressenti le besoin de s'engager, et l'IPLH est un des outils qui peut vraiment les aider dans ce cadre-là. Quelques intervenants que je peux vous citer, Jean Paillot qui a notamment plaidé dans l'affaire de Vincent Lambert à la Cour européenne des droits de l'homme. Vous avez Gérard-François Dumont qui est démographe, le père Brice de Malherbe qui est très connu, Tony Anna Trella. Enfin voilà, vous citez quelques personnes de haute qualité. Il y en a beaucoup d'autres que je ne peux pas vous citer parce que ce serait trop long. En fait, il y a plusieurs moyens de travailler sur se former. Vous avez donc le système présentiel en allant au cours. Vous avez un système qui a été mis en place qui a beaucoup de succès aussi, c'est le e-learning, c'est-à-dire que ce sont des cours suivis par internet avec des référents qui sont là pour vous aider, puisque vous êtes par nature plus seul à travailler. Et on a des élèves qui sont sur plusieurs continents, qui ont émigré pour différentes raisons, notamment professionnelles. Donc ce système de e-learning est très, très pratique. Il y a également le moyen de venir à des cours en auditeur libre. Ça, c'est assez facile. Voilà. Et donc, rapidement, si vous voulez vous renseigner, le site, c'est www.iplh.fr. Et puis, si vous avez besoin d'informations, je suis là à votre disposition. Et l'Homme Nouveau et donc, le réseau d'auberges espagnoles qui ont co-organisé cette conférence à l'occasion notamment de la sortie de notre hors-série sur le sujet que vous pourrez trouver au fond de la salle. Voilà donc un dossier de 68 pages sur l'objection de conscience. Alors l'objection de conscience, c'est un terme, une notion qui évoque pas mal de choses, des concepts, peut-être des personnages, Antigone, peut-être Thomas More. Ça évoque aussi des situations assez concrètes,
celle par exemple plus proche de nous des maires qui se sont opposés à l'application de la loi Taubira, qui ont refusé de célébrer des mariages. Ça évoque aussi les professionnels de santé, nombreux à être confrontés avec cette question-là par rapport aux problématiques de l'avortement et de la contraception. Bref, ça évoque énormément de choses. Ça pose aussi un certain nombre de questions. Est-ce que Antigone, par exemple, serait une sorte d'anarchiste avant l'heure? Est-ce que Thomas More, en refusant d'obéir au roi, serait un fervent adorateur du relativisme en disant « chacun suit sa conscience comme il l'entend ». Et puis du côté politique, est-ce que la loi injuste est toujours une loi? Et au nom de quoi puis-je invoquer la clause de conscience? Sur le plan plus pratique, des questions se posent également. Celle par exemple du père de famille qui sait que, en refusant d'obéir à un ordre, il peut perdre son emploi et donc ne sera plus capable de subvenir aux besoins de sa famille. C'est la question que se posent toutes les personnes en situation d'objection qui savent qu'elles sont assez seules, qu'elles ne savent pas forcément quels sont leurs droits à ce sujet, qu'elles ne savent pas vers qui se tourner. Bref, tout ça pour dire que l'objection de conscience revêt des aspects à la fois théoriques et pratiques qu'il est important d'explorer pour ne pas simplement faire de l'objection de conscience un acte de désobéissance civile, une sorte de nouvel anarchisme un peu catho, voilà, de celui qui dit cet ordre ne me plaît pas, je pense qu'il est injuste, donc je désobéis. C'est pour ça que nous avons donc plusieurs intervenants. D'abord le philosophe Thibaut Collin, juste à ma droite. Et nous avons ensuite Philippe Capello, qui est le fondateur de l'association Objection. Et à ma gauche, deux témoins. D'abord le docteur Sophie de Kermadec, Sylvie, oui, pardon, qui est donc gynécologue. Et Josiane Ponton, qui est donc pharmacienne, et qui donneront leur témoignage après les exposés de Thibaut Collin et de Philippe Capello, à qui je donne tout de suite la parole. Alors, excusez-moi, en fait, on ne peut pas régler le son, mais une fois n'est pas coutume, il est trop fort, et ça serait utile de garder un petit peu de distance. Merci. Bonsoir à tous. Là, c'est mieux? Oui. Donc, je suis très heureux d'être ce soir parmi vous pour vous présenter un petit peu, disons, les principes permettant de penser ce thème de l'objection de conscience ou de l'objection de la conscience dans notre contexte actuel, puisque nous sommes dans une démarche pratique, et la démarche pratique implique de partir des circonstances dans lesquelles on se trouve. Il ne s'agit pas simplement de raisonner dans les grands principes déconnectés de notre réalité. Adélaïde parlait tout à l'heure des connotations de l'objection de conscience. Pour les plus âgés, l'objection de conscience fait d'abord penser à une question militaire. Parce que les objecteurs de conscience, c'est d'abord les gens qui refusaient de partir à l'armée, à la service militaire ou pour combattre. Évidemment, la suppression du service national par le président Chirac a résolu cette question. Et ce qui est assez amusant, je ne peux pas dire que ce soit amusant, mais en tout cas étonnant, c'est effectivement la mutation de cette expression qui, de fait, est de plus en plus utilisée dans des milieux qui, au premier abord, auraient pu justement s'opposer à cette notion d'objection de conscience, comme le disait Adélaïde, parce qu'elle peut connoter une sorte de libéralisme de la conscience, d'anarchisme même, où l'individu s'estime la mesure de tout, mais évidemment une vie sociale dans laquelle chacun s'estime la mesure du juste et du bien devient rapidement chaotique. Mais ça, je vais y revenir. Donc je voudrais, dans le peu de temps que j'ai, maximum 20 minutes, c'est ça, essayer donc de vous présenter dans quelle mesure le régime mental dans lequel nous vivons, comment dire, donc il y a la laïcité, la laïcité c'est bien sûr un régime juridique et institutionnel, mais il me semble que c'est de plus en plus un régime mental qui nous dispose à considérer d'une certaine manière notre vie et l'articulation entre ce que nous pensons, ce que nous jugeons juste et nos actions.
Je vais y revenir dans 2 minutes. Donc comment, ma question, c'est comment vivre dans l'unité de notre personne, l'unité de notre vie, dans un régime laïque, qui est notre régime, dans lequel, et je vais le présenter rapidement maintenant, dans lequel tout est fait justement pour séparer la pensée et l'action. Et que finalement, lorsqu'on veut vraiment vivre dans l'unité de sa personne, soit parce qu'on est catholique, soit parce qu'on est un homme de bonne volonté et qu'on considère qu'il y a une unité profonde, un délai parlait de tout à l'heure, comment arriver, dans certains cas, à conjurer ce dispositif mental qui, finalement, aboutit à vous penser ce que vous voulez. Vous êtes totalement libre de penser ce que vous voulez, mais dans l'ordre de l'action, dans l'ordre des comportements, vous devez toujours obéir aux lois de la République. Et cette disjonction, me semble-t-il, est de plus en plus prégnante aujourd'hui. Et je pense qu'il faut faire un petit travail d'essayer de comprendre d'où ça vient, quel est ce qui est sous-jacent, pour présenter finalement que, me semble-t-il, l'enjeu profond, éthique et politique est aussi un enjeu anthropologique. L'enjeu anthropologique, qui touche donc la conception de l'homme, c'est l'unité de la personne, âme et corps. On n'a pas d'un côté notre âme, notre pensée, puis de notre corps. On est profondément un, profondément unifié, et le sens de la vie, responsable, libre et responsable, c'est d'essayer de réaliser cette unité dans nos actes. Et justement, l'objection de conscience arrive lorsque on désire vivre cette unité profonde entre ce que l'on discerne être notre vrai bien et l'action que l'on cherche à réaliser pour vivre ce vrai bien. Et là, parfois, dans certains cas, et je suis très heureux d'écouter ensuite nos 2 témoins, comment arriver à vivre cette unité malgré des dispositifs juridiques, mais avant tout des dispositifs mentaux qui ont tendance à nous couper en deux. Alors, quelques mots sur la laïcité comme régime mental. Je le disais à l'instant, bien sûr que la laïcité, c'est d'abord un régime juridique de distinction entre, disons, le pouvoir religieux, les églises, au sens large du terme, les cultes, disons, et les institutions. Mais, de plus en plus, la laïcité est présentée comme une neutralité éthique. On va dire, le rôle de l'État, non seulement c'est d'être neutre quant à la religion, ça remonte évidemment dès les philosophes du XVIIe siècle, chez Hobbes, chez Spinoza, je vais reparler de Spinoza dans 2 minutes. Il y a déjà, on pourrait dire, ce programme d'une séparation entre le pouvoir de l'État et le pouvoir religieux, mais progressivement, et de manière de plus en plus rapide à partir des années 60-70, dans les pays occidentaux et spécialement en France, il y a cette idée que l'État non seulement doit être neutre quant aux croyances religieuses, mais aussi quant aux croyances éthiques. Et ça, c'est un point très important, parce que, au nom de cette neutralité éthique, l'État, d'une certaine manière, ne garantit plus une recherche du vrai bien, mais souvent, alors quand je dis l'État, c'est la législation, comment dire, et l'État, l'appareil administratif et le pouvoir étatique qui est au service des lois. Mais progressivement, ces dispositifs juridiques et législatifs vont aboutir à rejeter toute recherche d'un vrai bien humain et d'un bien commun. Et on va dire, finalement, le rôle de l'État, ce n'est pas de promouvoir un bien commun digne de la personne, c'est d'assurer le minimum permettant la coexistence. Vous avez remarqué que le moralisme actuel, parce que la neutralité éthique peut aller de pair avec un moralisme très puissant,
Le moralisme actuel promeut des valeurs qui sont tout à fait formelles, qui n'ont pas de contenu. Les valeurs de liberté d'expression, d'égalité, même de dignité, sont des termes qui aujourd'hui, finalement, sont le plus souvent des coquilles vides et chacun peut y mettre à peu près ce qu'il veut. Et donc, ces différentes valeurs formelles vont apparaître comme devant être respectées, et l'objection de conscience apparaît lorsque une personne discerne que ce que la loi lui oblige de faire, enfin entre guillemets lui contraint de poser, va contre ce qu'elle estime être le vrai bien humain. Autrement dit, derrière ça, on en reparlera peut-être dans les questions, il y a toute une réflexion nécessaire sur le sens de la loi. Est-ce que la loi est simplement l'expression de la volonté? Dans ce cas-là, la volonté peut être vue comme strictement arbitraire, c'est purement la loi est devenue la loi parce que c'est l'expression de la majorité, donc c'est quantitatif. Ou est-ce que la loi est l'expression de la raison qui cherche le juste? Or, le juste présuppose la vérité. Quand je cherche un juste partage, et ben la mesure du juste partage, c'est la vérité de la situation. Rappelez-vous, j'aime bien renvoyer au jugement de Salomon dans la Bible. Salomon, il cherche à rendre un jugement juste vis-à-vis de ces deux femmes qui revendiquent, entre guillemets, la maternité sur le même enfant. Et ben, ce qui va guider le jugement que Salomon va poser, pour être juste, c'est la vérité. Qui est vraiment la mère? Et il s'agit de rendre l'enfant à sa mère. Donc la justice n'est pas déterminée par la volonté. Ça, c'est un point très important. La justice, elle est discernée par la raison, qui cherche la vérité d'un ordre entre les personnes par rapport à des biens véritables. Et donc, on voit ici que le fondement de la véritable objection de conscience est une recherche de vérité sur la justice, de telle manière que celui qui refuse d'obéir à une loi peut-être votée légalement par des parlements élus démocratiquement, mais qui peuvent être des lois iniques, c'est-à-dire des lois qui sont contraires à la justice, donc des lois injustes. Celui qui s'oppose à ce type de loi, il le fait non pas parce que ça lui déplaît, parce que ça, à la limite, c'est pas un argument. Si je ne paye pas mes impôts parce que je n'ai pas envie de payer mes impôts, c'est pas un argument suffisant. Non, c'est parce que la conscience, et je vais revenir sur ce point dans 2 minutes, la conscience est justement cet acte de la raison pratique. La conscience n'est pas une faculté à part entière, c'est un acte de la raison, un jugement de la raison, qui estime que cet acte est soit bon, soit mauvais. Et la mesure, le critère véritable de ce bien ou de ce mal, c'est la vérité sur le bien humain, la vérité sur l'être humain. Est-ce que effectivement cet acte est conforme ou non conforme à ce qui est dû à l'être humain? Et donc celui qui pose une objection de conscience digne de ce nom est celui en fait qui obéit à sa conscience. Et ça, c'est une erreur qui est souvent faite. Le mot conscience est un terme à peu près passe-partout aujourd'hui. La conscience, c'est pas elle qui détermine le vrai bien. La conscience, elle est justement cet organe qui reçoit une lumière plus profonde. Donc c'est pas ma conscience qui est la source du bien et du juste. La conscience est ce lieu dans lequel se manifeste cette vérité sur le bien. C'est pour ça qu'il faut former sa conscience. Parce que si la conscience était par elle-même mesure du bien et du juste, il n'y aurait jamais besoin de former sa conscience. Ce sera automatique. Or, effectivement, la responsabilité de la personne, c'est justement d'éclairer sa conscience et de rechercher. Ce qui veut dire d'ailleurs que quelqu'un qui est dans un état d'objection de conscience, non seulement est capable d'expliquer les raisons pour lesquelles il refuse de poser cet acte qui lui est demandé, qui lui est ordonné, mais il est aussi prêt à écouter les arguments
qui justement s'oppose à sa propre décision, parce qu'il accepte d'entrer dans la discussion. Non pas pour changer d'avis forcément, mais parce que justement, il cherche la vérité. Il n'est pas lui-même la mesure de la vérité. Donc l'objection de conscience est tout sauf une sorte de caprice éthique. Vous voyez, j'ai pas envie de faire ça, donc je le fais pas. Et puis je me mure dans ma position sans écouter qui que ce soit. Non, quand Adélaïde parlait de saint Thomas More tout à l'heure, saint Thomas More, il entendait les objections, notamment de sa famille, d'autres de ses amis, etc. Et il acceptait d'entrer dans cette discussion. Mais il persévérait dans le fait que ce qui lui était demandé était injuste, et donc il était tenu, sa conscience lui manifestait une obligation. Obligare, ça veut dire lié en latin, donc le fait de se sentir relié, et cette obligation vis-à-vis d'un vrai bien objectif dont il n'était pas la mesure. Alors, on pourrait développer ce point, mais il me semble que, comme je disais en introduction, le régime mental qu'est la laïcité contribue finalement à faire de nous, peut contribuer à faire de nous, on pourrait dire des hypocrites. L'hypocrite, c'est finalement celui qui fait quelque chose, mais qui n'en pense pas moins. Alors je voudrais vous citer quand même un texte assez impressionnant de Spinoza, donc qui est un des grands, on pourrait dire, fondateurs de l'ordre politique moderne, avec Hobbes, Rousseau, etc. Alors je retrouve mon texte. Spinoza, dans un traité qui s'appelle le traité théologico-politique, détermine ce qui est dû à l'État. Voilà, ce qui est dû à l'État. Alors voilà ce qu'il dit. Nous voyons donc, suivant quelles règles chacun, sans danger pour le droit et l'autorité du souverain, de l'État, c'est-à-dire pour la paix de l'État, peut dire et enseigner ce qu'il pense. Vous voyez, on parle beaucoup de liberté d'expression depuis quelques semaines, donc il peut enseigner et dire ce qu'il pense. D'accord ? Là, on est dans l'ordre de la parole, donc liberté complète. C'est à la condition, alors voilà, sur quoi est fondée la liberté totale de parole et d'expression selon Spinoza ? C'est à la condition qu'il laisse le souverain le soin de décréter sur toute action et s'abstienne d'en accomplir aucune contre ce décret, même s'il lui faut souvent agir en opposition avec ce qu'il juge et professe qui est bon. Vous voyez, il y a une sorte de vase communicant. Comment assurer la liberté la plus complète d'expression et de pensée, surtout de penser en fait. Comment assurer ça dans la mesure où la vie commune, qui est assurée par l'État, implique que dans l'ordre de l'action, on n'agisse pas selon ce que l'on pense. Alors pourquoi ? Parce qu'évidemment, si Spinoza avait dit chacun doit agir en fonction de ce qu'il pense, comme il suppose qu'on peut penser ce qu'on veut, évidemment, ça doit dire que n'importe qui peut agir comme il l'entend, et on aboutira à l'anarchie. Et donc, vous voyez ici, il y a une sorte de partage des tâches que Spinoza implique, et c'est au cœur des régimes modernes, notamment de ce qu'on appelle aujourd'hui la laïcité. Finalement, ce qui intéresse l'État, c'est ce que l'on fait avec notre corps. La vie commune est assurée avec le corps, donc c'est notre comportement concret. Et l'État moderne est constitué sur le fait qu'il ne s'intéresse pas à la finalité éthique et religieuse de l'être humain. Chacun peut à la limite déterminer peut penser ce qu'il veut, croire ce qu'il veut. Ce qui est important, c'est la coexistence pacifique des individus, donc leur comportement physique. Et à partir du moment où vous pouvez avoir un comportement, disons, pacifique vis-à-vis d'autrui, alors vous penserez ce que vous voudrez. Mais alors, du coup, le prix à payer, c'est une sorte de dichotomie profonde entre ce que je pense, et donc, justement, ce que ma conscience peut me dicter, en fonction
soit de mes croyances religieuses, soit tout simplement de ma recherche véritable sur ce qui est le bien humain. Donc une dichotomie entre ça et les actes qui, de manière spontanée, doivent incarner ce que je pense être vrai. Pourquoi ? Parce que l'enjeu de la vie humaine et la finalité de la vie humaine, c'est justement de se réaliser par ses actes. C'est pas simplement en pensée qu'on se réalise, c'est en s'engageant, en s'autodéterminant. Et le lien essentiel entre vérité et liberté, que l'on trouve aussi bien dans l'Évangile selon Saint Jean, mais que chez Aristote, chez Platon, le lien entre vérité et liberté implique justement une unité profonde de la personne. Et voyez ici que donc le régime mental de la modernité a tendance à couper la personne en deux. Vous voyez donc les enjeux ici anthropologiques qui supportent ensuite évidemment les enjeux juridiques, éthiques, etc. Donc face à ça, il faut déjà prendre conscience de cet enjeu et retrouver, on pourrait dire, méditer, reconnaître cette unité profonde de la personne. Il n'y a pas d'un côté mon âme et de l'autre mon corps. Je suis une personne pleinement une. Et je suis invité par Dieu, tout simplement par ce que je suis en tant qu'être humain, même à un niveau humain on peut le reconnaître, je suis appelé au bonheur. Mais le bonheur, c'est-à-dire la perfection de soi-même, la réalisation de soi-même, elle implique cette unité profonde de la personne. Donc on peut dire, et je conclue par là pour ne pas être trop long, on peut dire que celui qui pose une objection de conscience, c'est celui qui a pleinement compris sa responsabilité, non seulement vis-à-vis d'autrui, mais aussi vis-à-vis de lui-même. Cette responsabilité, c'est simplement de correspondre à l'appel au bonheur qu'il éprouve profondément. Ce qui est le paradoxe, c'est que, évidemment, cet appel au bonheur peut impliquer des choix qui vont lui attirer toutes sortes d'ennuis. Donc, c'est un bonheur vrai, c'est pas un bonheur au rabais, c'est pas un bonheur qui est simplement un bien-être, un confort. Finalement, si on veut du bien-être et du confort, la solution de Spinoza est beaucoup plus intéressante. Je pense ce que je veux, mais après, dans la vie, je suis conformiste, je fais à peu près ce qu'on me demande, même si je trouve ça complètement nul, donc je me coupe en deux. Ça, c'est pas le bonheur véritable, tel que Aristote ou la foi chrétienne l'appelle. Le véritable bonheur qu'on appelle la sainteté dans le christianisme, le véritable bonheur ou la sainteté, c'est justement de vivre profondément cette unité, et donc d'être prêt à assumer les conséquences de son choix et toutes les difficultés qui peuvent naître de ce choix. Et là, on voit qu'il y a un témoignage très profond pour autrui. Parce que, je sais pas, les personnes qui vous ont marqué dans votre vie, hein, en tout cas moi, c'est flagrant, sont des personnes qui, justement, peut-être pas de manière parfaite, mais réussissaient à incarner une unité entre cette recherche authentique du vrai bien. C'est pas simplement l'authenticité, hein, parce qu'on peut être un barbare authentique, donc c'est pas une unité formelle comme ça. Une unité entre une recherche d'un véritable bien humain et une vie qui justement cherchait à s'y conformer. Et c'est cette unité du témoignage qui, on pourrait dire, encourage les personnes rencontrées à en percevoir la bonté pour elles-mêmes. Et donc je pense que, et je le constate, que les personnes qui se situent dans des situations objectives d'objection de conscience et qui, par souci du vrai bien humain et de la justice, s'opposent à des lois uniques, hein, donc qui ne sont pas vraiment des lois, des pseudo-lois, même si elles sont votées légalement, ces personnes-là contribuent très profondément à un service, le service du bien commun. Le service, et donc on pourrait dire qu'elles élèvent la société à laquelle elles appartiennent, parce qu'elles font rayonner la vérité du bien, et on pourrait dire qu'elles sont des questions vivantes pour leurs concitoyens, quel que soit d'ailleurs ce que les citoyens pensent de ces personnes. Et elles sont justement, elles provoquent, au sens noble du terme, une véritable réflexion. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors Thibaut Collin parlait de l'unité de la personne, justement, entre la conscience et les actes. Donc après avoir interrogé la notion d'objection de conscience, je vais donc laisser la parole à Philippe Capello pour aborder la question d'un point de vue plus pratique.
Merci Adélaïde. Oui, je suis aussi très heureux d'abord que cette réunion ait pu avoir lieu, qu'il y ait eu un hors-série sur la question de l'objection de conscience, donc c'est une très bonne chose. Je vais peut-être vous parler un peu de l'historique de la naissance de cette association Objection. En fait, c'est un peu une idée de Thibaut, finalement. Non, c'est-à-dire qu'en fait, ça a démarré par on a commencé en fait, par un travail théorique. Bizarrement, il y a des aspects assez théoriques de l'objection de conscience. Et donc, on a commencé ce travail théorique essentiellement avec pourquoi l'objection de conscience. Donc, on a un travail théorique sur l'objection de conscience, parce que finalement, l'objection de conscience est un révélateur, en fait, quelque part, à la fois de l'existence de structures de péché et du fait qu'il peut y avoir une forme de résistance ou de dissidence très concrète. Donc finalement, l'objecteur est quelqu'un qui est un révélateur des dysfonctionnements du système. Donc à ce titre-là, comme objet d'analyse, c'était effectivement, je trouve, une très bonne idée de s'intéresser à l'objection de conscience. Donc on a démarré en fait par un travail théorique, essentiellement visant à définir ce qu'est l'objection de conscience, ses contours. On s'est beaucoup arrêté sur le caractère politique ou non de l'objection de conscience. Donc en disant finalement l'objection de conscience est un acte strictement individuel, et comme le dit Thibaut, effectivement, il y a un rayonnement qui va bien au-delà, et dans la mesure où finalement l'objecteur dit le bien, d'une certaine manière, par rapport à une loi qui est une non-loi, finalement, il contribue au bien commun. Donc ça a été une discussion assez ardue. Finalement, au bout d'un moment, on a pu s'acclimater avec la notion, et les choses ont commencé à devenir beaucoup plus concrètes, en fait, parce qu'on avait, dans ce groupe de travail, on avait Monseigneur Hayek qui souhaitait participer, mais étant à Mayotte, c'était un peu loin pour lui, donc on nous a dit, écoutez, vous viendrez à la fin de vos travaux, et on organisera une réunion autour des pharmaciens. Voilà. Parce que les pharmaciens, finalement, quand on regarde dans les différentes professions, les pharmaciens n'ont pas de clause de conscience. Donc ça veut dire qu'ils sont complètement démunis. Donc on a organisé cette première réunion qui était assez intéressante, parce que finalement ça a permis vraiment le premier contact avec les professionnels. Et donc là il y avait des besoins très forts. C'était la première fois finalement qu'on s'intéressait les problèmes qui étaient soulevés étaient des problèmes assez anciens, mais le fait de s'intéresser à la question de l'objection de conscience, c'était quelque chose de nouveau. Et donc, les besoins qui ont été exprimés à ce moment-là, c'est essentiellement des besoins de formation, donc savoir qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire sur le plan juridique, quelles sont les protections, des besoins aussi d'information, mais également de formation théorique, justement comprendre pourquoi, quel est le contexte qui fait qu'on arrive à cette situation, mettre ça dans un cadre un peu plus général. Il y avait un très fort besoin de mise en réseau. C'est-à-dire que les gens, quand l'objecteur, quand il se trouve seul, il se trouve seul en fait. Il y a un moment donné, il doit prendre une décision et tout le monde l'éprouve, et dans tous les témoignages qu'on a vus, il y a un moment donné, il y a cette solitude qui est très forte, mais qui fait partie du problème. Et donc clairement, le fait de pouvoir réunir les gens, de les mettre ensemble, de pouvoir discuter, c'est quelque chose de très important, de briser cette solitude, de pouvoir aborder les problèmes, que les gens puissent échanger. Donc la demande, c'était de dire finalement, essayons de mettre en place une espèce d'organe ou de site ou de quelque chose qui permette une mise en réseau. Bon, voilà, il y a eu cette première chose, et puis finalement 2 ans plus tard, donc en collaboration avec Alliance Vita a souhaité faire un véritable week-end de formation à l'objection de conscience, parce que dans les 3 réseaux de professionnels de santé dans le cadre d'Alliance Vita, et ces gens-là, finalement, ressentaient là aussi un besoin de formation. Donc il y a eu ce week-end avec des éléments, là encore, théoriques, un public très jeune. J'ai trouvé que c'était très intéressant, parce que c'était vraiment un public vraiment de
jeunes professionnels de santé. Donc santé, c'était des gens qui étaient soit en faculté, soit qui étaient jeunes professionnels. Et donc là aussi, à l'issue, les gens ont dit c'est bien, il y a pas mal d'éléments théoriques, c'est intéressant, mais il faut être beaucoup plus concret, donc toujours plus concret. Et notamment l'aspect qui était important, c'était les aspects de communication. On l'a vu en fait, Thibault l'a un petit peu l'a évoqué, l'objecteur est quelqu'un qui est incompris, donc il se doit de répondre de son acte. Parce qu'effectivement, la grosse difficulté, c'est qu'il s'oppose à un droit. Donc en fait, la personne qui vient demander quelque chose, vient demander un acte, il a un droit. Voilà. Et donc l'objecteur finalement refuse, vu de sa fenêtre, refuse l'exercice de ce droit. Et donc de ce fait-là, il est important de pouvoir répondre, et le fait de l'aspect communication était un point très important, c'est-à-dire pouvoir expliquer, donc faire des mises en situation. Donc ça c'est quelque chose qui était la demande lors du deuxième week-end de formation, et donc on en a fait encore un autre, et donc dans deux autres week-ends, donc un à Paris et un à Bordeaux, dans lequel effectivement on a abordé un peu tous ces aspects, à la fois des éléments, donc ce qui permettait, ces réunions sont assez importantes parce qu'elles permettent aux gens de se rencontrer, elles permettent aux gens finalement d'aborder des questions de fond, elles permettent également de faire ces mises en situation, c'est-à-dire de s'entraîner, et aussi de se retrouver par profession pour échanger. Donc voilà. Et finalement, l'association a été créée en 2013. On a beaucoup travaillé avec plutôt les professionnels, théoriquement sur la question des professionnels de santé, mais quand on a vu arriver la loi Taubira, évidemment, là, on s'est dit que le spectre allait s'élargir avec les maires notamment, et donc l'association a été créée en mai 2013. Donc l'été 2013 a été consacré essentiellement à l'aide aux maires, donc ça a été essentiellement du soutien, du conseil, de l'aide juridique, c'est-à-dire à un moment donné, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, donc on a fait travailler des réseaux de juristes pour aider les objecteurs, et alors, les maires, bizarrement, je dirais le problème s'est résolu d'une certaine manière, parce que soit il n'y a pas de cas, c'est quand même des cas assez rares, soit il y a, je dirais, la mairie est suffisamment grande, il y a pas mal de cas, et donc il y a un des adjoints qui célèbre, et donc là il y a même le maire n'a même pas besoin d'intervenir. Si le maire ne souhaite pas célébrer le mariage, son adjoint peut le faire en son absence, il n'y a pas besoin de demander l'autorisation, il n'y a pas véritablement de problème d'objection de conscience, si ce n'est que le maire peut aller voir son adjoint en disant bon, écoute, moi je suis pas d'accord, moi je le ferai pas, etc. Enfin, il peut s'expliquer avec lui, mais c'est tout. Après, le seul cas bloquant, c'est quand le maire et ses adjoints ne souhaitent pas célébrer. Donc c'est arrivé dans quelques cas, mais assez rare. Il faut déjà un cas, et il faut le cas de figure du maire et des adjoints qui ne souhaitent pas célébrer. Et donc là, effectivement, c'est là où on arrive à une situation de blocage. On en a eu peu, en fait, au total. Il y en a eu quelques-unes, mais c'est pas massif. Et donc aujourd'hui, globalement aussi, ce qui se dessine, et c'est un petit peu malheureux, c'est que dans un certain nombre de cas, les maires qui ne souhaitent pas célébrer délèguent. Donc considérant que la délégation, finalement, leur permet, de ne pas célébrer les mariages, mais permettent que la mécanique fonctionne. Donc on est effectivement dans ce que soulignait Thibault, c'est-à-dire, moi je suis contre, je ne souhaite pas le faire, donc je reste propre, mais en revanche je délègue tous les pouvoirs, parce que la délégation c'est très fort, c'est-à-dire qu'on délègue la réalisation d'un acte sous son autorité, c'est-à-dire que l'acte qui est délégué reste sous l'autorité de la personne qui délègue, et donc on donne en délégation pour que la personne fasse à la place d'eux.
ça pose un problème, et la bonne partie, je dirais, des maires et des communes, le problème a été résolu de cette manière-là. Donc les maires, l'essentiel des sujets aujourd'hui sont plutôt du côté des professionnels de santé, parce que là c'est vraiment au quotidien. Les notaires également, alors il y a eu aussi, les notaires ont été confrontés à ces questions-là quand ils se sont retrouvés avec la rédaction de contrats de mariage. Donc, typiquement, certains maires ne souhaitent pas participer à la rédaction de contrats de mariage. Et plus largement, on a également les professeurs, certains enseignants qui refusent également de rentrer dans certains enseignements, le genre, tout type d'enseignement qu'on leur impose. Et les parents d'élèves aussi peuvent être dans le cas, on l'a vu en Espagne, il y a eu un mouvement très fort, les parents ont retiré leurs enfants des cours d'éducation civique, on dispensait clairement un enseignement sur le genre et sur l'éducation sexuelle, etc. Bon, en France, il y a eu un mouvement plus faible, mais il a existé, mais plutôt en secteur musulman. Et en Allemagne, il y a eu également quelques cas de parents. Il y a eu le cas de quelques familles de parents qui ont été en prison parce que les enfants ne souhaitaient pas assister également aux cours d'éducation sexuelle. Voilà. Donc, il faut savoir que ça touche pas mal de monde. Alors, donc l'association vise à faire, il y a un site internet, ça vise à faire de l'information, de la formation au travers de ces rencontres. Il y a un point très important, c'est la libération de la parole. C'est-à-dire que les objecteurs, généralement, on ne sait pas on ne les connaît pas. Ils sont tout seuls et leurs situations sont bien souvent inconnues à la fois des autres objecteurs et du grand public. Donc finalement, ça me paraissait important que les objecteurs puissent témoigner, c'est-à-dire qu'ils puissent, et donc là aujourd'hui c'est une excellente initiative qu'on puisse avoir des gens qui témoignent, parce que c'est quelque chose de primordial, il faut libérer la parole sur ces questions-là, il faut que les gens puissent dire, et c'est un levier important pour que les gens à la fois se sentent pas seuls, compris, et puis qu'il puisse y avoir un effet d'entraînement. Et puis après, l'autre élément important, c'est l'aide vraiment aux objecteurs. Donc, ça peut prendre la forme du conseil, donc tout simple conseil. Ça peut prendre la forme d'une aide à réaliser tel ou tel projet. Ça peut être aussi financer un conseil juridique ou financer des procédures. Voilà. Donc c'est assez large. Et puis bon, aujourd'hui, donc on essaye de continuer ces week-ends de formation, parce que c'est quelque chose qui est vraiment qui est intéressant. Les gens s'y retrouvent, sont contents de s'y retrouver. Donc il va y avoir un week-end vraisemblablement à Bordeaux. Il y en aura un autre aussi en Provence-Côte d'Azur. Donc ça permet un peu à tous les endroits de retrouver, que les gens puissent se retrouver. Il y a l'animation des réseaux qui est importante, c'est-à-dire que les gens puissent par profession se retrouver. Donc ça se fait évidemment par ces week-ends, mais aussi que les gens puissent eux-mêmes créer des réseaux. Donc ça existe et ça se développe. Peut-être Josiane pourra l'évoquer. Mais c'est aussi important que il y a beaucoup de travail à faire profession par profession. Très divers, de choses très diverses, et donc les professionnels souvent n'ont pas le temps, enfin ont peu de temps, quoi, donc finalement ils sont pris par le travail quotidien, et donc
rien que le fait de faire avancer telle ou telle idée qui peuvent germer dans leur tête, bon, c'est une aide et ça peut les aider. Donc c'est comme ça que finalement il y avait une demande qui était faite notamment par le réseau de formation dont participe Josiane, qui était d'avoir une formation officielle, un diplôme d'État, un master, un DU, qui intègre la question de l'objection de conscience. Donc finalement, on a eu de la chance en allant finalement évoquer ça avec des médecins lyonnais qui ont travaillé sur la mise en place finalement d'un master fécondité et sexualité. Donc dans le cadre de ce master, finalement ils ont dit tout ça nous intéresse, on va créer une filière objection de conscience. Donc ce qui permettrait effectivement à certains professionnels qui, dans le cadre de leurs études, finalement sentent qu'il y a un vrai problème moral, de pouvoir poursuivre par une année, 2 années à travailler ces questions-là. Et évidemment, dans le cadre de l'animation de ces réseaux professionnels, ce qui est important aussi, c'est l'information. Donc, et là, clairement, ça veut dire profession par profession, s'intéresser à tout ce qui peut être dit, etc. C'est un travail assez lourd, et c'est vrai que là-dessus, on est encore, je dirais, peu outillés, peu nombreux, disons, pour faire ce travail. Donc, ça reste encore un petit peu artisanal. Voilà. Donc, bon, juste pour dire que demain, il est certain que le problème va devenir de plus en plus étendu. On voit toutes les voies qui se multiplient, donc ça veut dire que les professionnels de santé vont être encore plus touchés. C'est clairement. Et puis bon, il y a un aspect international aussi. Il faudrait arriver à faire des ponts entre les différentes associations qui peuvent exister à droite à gauche. Beaucoup de choses à faire, mais bon, peu de temps. Voilà. Merci beaucoup. Alors, comme annoncé, je laisse la parole maintenant à nos témoins. On va commencer par le docteur Sylvie de Carnadec. Je n'écorche pas votre nom cette fois. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup d'abord de m'avoir invité à parler, parce que finalement, dans tout ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de choses. Je me suis un peu retrouvée comme Monsieur Jourdain à faire de la prose sans le savoir. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui ont évoqué beaucoup de choses de mon passé. Et la première chose que je voulais faire en fait aujourd'hui, c'est ce que j'avais noté, et dans ce qu'a dit Thibaut Collin, ça vraiment a beaucoup résonné en moi, c'est que je voulais commencer par un hommage à mon père, qui est l'objecteur de conscience que j'ai le côtoyé de plus près et qui sûrement est entre guillemets responsable du chemin que j'ai suivi par la suite. Il était chef de service à l'assistance publique, en service de gynécologie obstétrique à l'hôpital Lariboisière. Donc il avait une chaire, enfin voilà, il était arrivé vraiment très haut dans sa carrière et dans ses postes. Et puis c'est l'époque où la loi sur l'avortement est arrivée. Donc déjà quand il était tout jeune chef de clinique, à l'époque où l'avortement était absolument interdit, il avait été approché par des organismes quand il s'était installé, à la fois, parce qu'à l'époque on était à la fois à l'hôpital et en libéral. Il avait été approché par un organisme qui lui avait demandé de faire des avortements, évidemment dans le secret et tout à fait illégalement, mais moyennant énormément de sous. Et à l'époque, mon père il était obligé de faire vivre ma mère, mes frères et moi. Et donc, il avait dit non tout de suite, mais il faut savoir que c'était déjà très courageux parce que c'était une tentation financière qui était très importante. Par contre, il n'y avait pas d'objection vis-à-vis de la loi, puisque la loi était de son côté. Donc, il n'y avait pas d'obligation de la part de ces autorités, j'allais dire, hospitalières. Et puis, la loi, comme vous le savez, a changé. On est passé à la dépénalisation et puis à la libéralisation. Et je veux dire, c'est une grande fierté pour moi. Il a été le dernier chef de service de l'assistance publique de Paris à refuser qu'on fasse des avortements dans son service. C'est-à-dire que presque tous ses collègues de sa génération qui avaient été formés dans le reste, a été gynécologue obstétricien. Donc notre boulot, c'est de faire naître des enfants dans la meilleure santé possible pour eux et puis pour leur maman aussi. Et donc ils avaient été élevés évidemment dans le plus grand respect de la vie et c'est
c'est là où on voit aussi le changement des mentalités, c'est que maintenant ça paraît outrancier de dire qu'on n'est pas favorable à l'avortement et qu'on ne veut pas faire cet acte, mais c'est vraiment une évolution des consciences absolument incroyable. Il y a une inversion totale du bien et du mal, vraiment en un temps quand même très bref. Et donc lui, il a refusé, donc tous ses collègues chefs de service ont fait un petit peu ce que vous avez dit pour les maires, c'est-à-dire qu'ils ont dit bah, nous on ne veut pas en faire, mais bon, quelqu'un dans notre service va le faire, et puis comme ça, voilà, tout le monde était content, tout le monde était tranquille, et lui, il a considéré qu'en tant que chef de service, il était responsable de tout ce qui se faisait dans son service, et que donc il ne pouvait pas accepter que dans son service, sous son autorité et sous sa responsabilité, cet acte de mort soit pratiqué. Donc il a refusé de faire dans son service des avortements. Alors ça a été très compliqué, très laborieux. Nous avons vécu des années de soucis difficiles. Il y a eu des procès, il a été menacé. Enfin, ça a été quand même assez compliqué. Il a été, je trouve, très courageux. Et voilà, donc ça me faisait vraiment chaud au cœur aujourd'hui de lui rendre hommage et de m'apercevoir que cette position qui avait été très exceptionnelle pour lui, puisque le jour où il est parti à la retraite, 4 jours après, bim, il y a un bout du service qui a été transformé pour faire un service d'avortement. Mais lui, de son temps, j'allais dire, ça ne s'était jamais produit. Et comme il fallait quand même qu'il y en ait un dans l'hôpital, à la décision de l'assistance publique, assez curieusement, le médecin qui avait accepté la responsabilité de ce service d'avortement, c'était le réanimateur. Le chef de service de réanimation qui était devenu en même temps, alors qu'il était plutôt obstétricien, évidemment, mais gynécologue, il était devenu aussi chef de service du service d'avortement, ce qui est là aussi une contradiction un petit peu surprenante. Enfin voilà, donc ça me faisait vraiment plaisir de lui rendre cet hommage et de voir que ce combat qui paraissait complètement d'arrière-garde, complètement dépassé, ridicule, et voilà, il se considérait d'ailleurs même un peu lui comme le dernier des Mohicans, bah, finalement il était le premier des Mohicans, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'Indiens à cette table qui se battent pour que ce combat reste vivant et le devienne même de plus en plus, et je veux dire que c'est quand même aussi un très grand message d'espoir. Ça veut dire qu'il ne faut vraiment jamais lâcher. Il faut toujours s'accrocher au bien, parce qu'on est comme les Ludions, vous savez, ces espèces de petits personnages en verre qui ont un petit trou, alors vous le mettez dans une bouteille d'eau avec une membrane de plastique en haut, puis quand vous appuyez sur la membrane de plastique, ça augmente la pression intérieure de la bouteille, et donc à l'intérieur de l'eau, le Ludion descend. Alors si vous faites ça plusieurs fois, il tourne, c'est très amusant, puis quand vous lâchez la pression, il remonte. Alors là, je crois que c'est pas la pression ne se relâche pas, mais le Ludion remonte quand même. Et donc ça veut dire que il faut vraiment serrer les dents et s'accrocher sans vous faire rire. Et je pense que de là-haut, il est sûrement très fier de tout ce que vous faites aujourd'hui et de porter haut justement ce combat qui ne s'éteint pas malgré toutes les luttes. Alors moi, du coup, j'ai aucun mérite à avoir suivi ce bel exemple, évidemment. Donc j'ai juste essayé de m'efforcer de faire la même chose. Et j'avoue que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est d'avoir des certitudes. Je pense qu'il y a certains domaines dans lesquels on ne sait pas toujours très bien ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est là où c'est très difficile. En ce qui concerne le débat pour la vie, par exemple, pour l'avortement ou pour les interruptions médicales de grossesse, une vie est une vie, point barre. Et pour moi, j'ai trouvé que c'était une très grande facilité, j'allais dire, même si ça a été souvent difficile quand même. Mais la facilité, j'allais dire, intellectuelle et morale, c'était de m'être posé les questions avant, de dire quelle est la limite au-delà de laquelle, quoi qu'il arrive, je n'irai pas. On me mettra un pistolet professionnel ou non professionnel sur la tempe, jusqu'où j'irai et jusqu'où je n'irai pas. Après, il y a forcément des actes qui peuvent se présenter au fur et à mesure des découvertes ou au fur et à mesure de l'évolution et pour lesquels on ne peut pas apporter une réponse à l'avance. Mais attenter à la vie d'un être humain, ça c'était une question à laquelle moi j'avais réfléchi avant de faire mes études de médecine et je me suis dit ça je ne le ferai jamais. Donc quand ça s'est présenté, je vais vous le raconter assez rapidement en fait, de façon assez inopinée, c'était quand même plus facile parce que on était préparés à l'avance. J'ai pas eu à décider dans le feu de l'action, là tiens à propos, qu'est-ce que je vais faire, parce que il faut vraiment s'être forgé un certain nombre de limites, même si encore une fois on ne peut pas tout prévoir et qu'on est quand même obligé de continuer à réfléchir après, on ne peut pas réfléchir juste une fois en disant ça oui, ça non, puis après c'est pas si simple. Mais voilà, ça aide quand même, un cadre, ça aide quand même. Alors voilà, la première fois que je me suis heurtée à ce choix finalement, j'étais externe, on m'avait
j'avais 21 ans, j'étais en 4e année des études, donc c'était le tout début, c'était mon premier stage d'externe, j'étais en chirurgie, il se trouve que par hasard, j'étais dans l'hôpital dans lequel travaillait mon père, qui se battait, qui évidemment était en but à tout ce que vous imaginez. Et j'étais externe de garde en médecine, et en chirurgie est arrivée une jeune fille, donc moi j'avais pas du tout à m'en occuper de cette jeune fille, est arrivée une jeune fille qui arrivait pour me puller de la main ou du bras, je ne me souviens plus trop. Il se trouvait que cette jeune fille qui avait 16 ans, donc était mineure, était enceinte et ne désirait pas cette grossesse. Et donc mes collègues se sont dit, puisqu'on va être obligé de l'endormir pour réparer cette plaie qui était importante, on va profiter pour faire l'avortement en même temps. Comme ça, voilà, ni vu ni connu, tout le monde sera débarrassé du problème. Et alors là où c'était quand même assez pernicieux, j'avoue, c'est que sachant que j'étais la fille de mon père, ils se sont dit, oh mais là on va faire un coup génial, non seulement on va faire cet avortement qui était à l'époque illégal quand même, derrière le dos de tout le monde, mais en plus on va le faire par la fille du patron rétro contre lequel ils étaient un peu. Et sans m'expliquer vraiment ce qu'ils avaient fait, ni ce que j'allais faire, parce qu'ils m'ont proposé de le faire. On dit, si tu veux, tu peux nous aider. Alors, quand on est jeune, on est bête, enfin, ça, on peut même rester longtemps après. Mais enfin, là, on s'est dit, chouette, je vais faire quelque chose, je vais apprendre mon métier. On a fait 2 points de suture sur une personne humaine, on se dit, ça y est, on a sauvé l'humanité entière. Et donc, faire un geste, évidemment, c'est très appétissant. Et ils m'ont dit, puis voilà, on va t'apprendre, tu vas pouvoir faire un curetage, tu vas voir. Mais ils ne m'ont pas expliqué. Et heureusement, mais là, j'ai été protégée miraculeusement, je suis sûre quand même. J'ai découvert, j'ai entendu une phrase qui m'a fait ding-dong dans la tête, et j'ai découvert ce qu'ils étaient en train de faire. Et là, je me suis dit, là, c'est quand même difficile parce qu'on est tout jeune, on est tout seul, c'est la nuit, vous avez autour de vous les gens que vous admirez et tout. Et là, vous dites, maintenant, je vais me couvrir de ridicule et je vais dire non. Et là, j'avoue que quand même, il faut un peu serrer les dents, parce que c'est exactement ça qui s'est passé. Ils se sont bien aperçus que je m'étais aperçue du truc, et donc je me suis un peu fait traîner dans la farine. Mais encore, je dis la farine, bon, la farine, moi, en médecine, c'est de la farine un peu toxique quand même. Bon, donc voilà, mais je me suis dit que si j'avais pas eu la chance d'y avoir réfléchi avant, je serais peut-être tombée dans le panneau, et que le panneau, du coup, j'étais un peu utilisée comme un piège, en fait, aussi, parce que évidemment, ça aurait retombé tout de suite sur mon père et sur son combat. Ça a été quand même très compliqué pour tout le monde. Bon, du coup, ça m'a quand même... L'avantage de la situation, c'est que la première fois où on va au feu, j'allais dire, c'est un peu comme les soldats. Hein. La première fois, c'est quand même la plus dure. Ça ne veut pas dire que ça reste facile tout le temps après. Mais la première fois où vous avez dit non, c'est quand même... Ça vous donne une force pour la suite. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas mollir la première fois. Je pense qu'il faut aussi dire aux jeunes, c'est que la première fois, ça détermine un peu la suite. Si vous avez dit, ok, une fois, en étant conscient, j'attire vraiment l'attention, par contre, sur la différence entre être conscient et ne pas être conscient. Parce qu'il y a des gens qu'on amène à faire des choses et qui n'y ont pas réfléchi, qui n'ont pas réalisé exactement ce qu'ils faisaient. Et il faut beaucoup les déculpabiliser après. Je prends l'exemple du stérilet, par exemple. Vous savez que les stérilets, donc c'est un petit dispositif qu'on met à l'intérieur de l'utérus et qui empêche l'implantation d'un œuf fécondé, c'est-à-dire qui crée en fait un micro-avortement. Donc moi j'explique ça à mes patientes tous les jours, surtout maintenant que c'est redevenu très à la mode, parce que moi je ne mets pas de stérilet, je n'en ai jamais mis, je n'en mettrai jamais. Alors donc mes patients viennent me voir pour mettre un stérilet, même encore maintenant, c'est quand même 35 ans que je bosse, donc elles viennent me demander et je dis non, je ne mets pas de stérilet. Alors elles me regardent avec un air de commisération en disant cette pauvre gourde, elle n'est même pas capable de faire un acte aussi simple. Alors je me reconstitue un peu quand même ma propre image, à mes yeux et aussi quand même un brin quand même de fierté. Je leur explique que moi je sais faire des choses plus difficiles que ça, et je leur explique pourquoi. J'ai été frappée de ce que vous disiez, de dire il faut expliquer pourquoi. Donc je leur explique pourquoi je ne mets pas de stérilet. Et j'ai découvert, à ma grande stupéfaction, ce que je pensais au début, que ça allait être un combat perpétuel. Quand vous expliquez les choses très sereinement aux gens, eh bien, ils l'acceptent beaucoup plus facilement qu'on ne l'imaginerait. Je pense que la moyenne des gens, si vous leur expliquez calmement, paisiblement et très gentiment surtout, je pense que le pire qu'on puisse faire pour défendre nos opinions, c'est d'être agressif et impératif. Plus c'est difficile, plus il faut être doux et souple et souriant et compréhensif. Et j'ai eu la grande stupeur vraiment de découvrir que
ça se passait quand même, les gens comprenaient notre position et l'acceptaient. Pas toujours quand même, parce qu'on est quand même soumis à quelques plaintes. J'ai encore eu l'année dernière, donc au bout de 32 ans dans le même établissement, une plainte d'un syndicat qui trouvait que c'était pas normal que j'essaye de ne pas encourager les femmes à faire des avortements et que j'essaye de les aider à garder leur grossesse, que c'était pas mon boulot. Et que c'était pas normal non plus que je refuse de mettre des stérilets. Alors là où je suis aussi tout à fait d'accord sur ce qui a été dit, c'est qu'il est très important de connaître nos droits et de connaître la loi, parce que les méchants qui essayent de vous piéger, c'est quand même quelquefois assez agréable de les repiéger à notre tour. C'est-à-dire de leur dire, mais regardez la déclaration des droits de l'homme, alors ça c'est absolument implacable, regardez la délibération de la communauté européenne, implacable, qui reconnaît clairement, et tac tac tac, vous dites les mots. Alors là, vos adversaires qui ont l'impression qu'en vous donnant, en vous culpabilisant et puis en agitant une espèce d'idée terroriste, vous êtes un sale rétrograde, on leur dit ah ben non, mais dans la loi il y a écrit que. Donc je crois que c'est très important que, effectivement, quand on est dans cette démarche de dire il y a une loi qui me paraît inique, et donc moi je n'appliquerai pas ce que vous me demandez, je vous explique pourquoi, et je vous explique aussi que la loi reconnaît ce droit. Et ça c'est très important, à la fois pour les gens qui vous attaquent, mais aussi pour les gens qui tout à fait innocemment, j'allais dire, viennent vous le demander, parce que ça n'éveille l'idée de personne, mais je trouve ça quand même incroyable de penser que si cette loi qui autorise l'avortement était si bonne, pourquoi est-ce qu'on a reconnu aux professionnels de santé le droit de ne pas l'appliquer ? Le simple fait qu'il y ait ce droit à l'objection de conscience, ça prouve bien qu'il y a un problème. Ça prouve bien qu'on nous reconnaît le droit de nous dire mais après tout c'est peut-être pas si bien que ça. C'est pour ça que c'est très important que effectivement ce soit étendu à toutes les personnes qui participent à ces actes. Mais le simple fait, et c'est d'ailleurs probablement aussi pour ça qu'on essaye de supprimer le droit à l'objection de conscience, parce que le simple fait que ce droit existe, ça prouve déjà que nos questionnements et que notre attitude est fondée sur quelque chose de réel. Après, donc j'ai continué à faire mon métier et à choisir quand même cette profession de gynécologue-obstétricien. J'ai travaillé dans un centre où il y avait une patiente, je me souviens très bien, qui était venue me voir pour me dire je veux faire cet avortement. Alors j'ai discuté très longtemps avec elle. Moi je dis tout de suite à mes patientes, je ne m'occupe pas du tout de tout ce qui concerne l'avortement. Je suis à votre disposition pour en parler autant que vous voulez. Je donne toujours à ces patientes-là, et à part celles qui ont un cancer, uniquement à ces patientes-là, mon numéro de téléphone personnel pour leur montrer que je ne suis pas du tout féroce avec elles. Et encore une fois, je ne suis pas toujours aussi aimable que ça, j'essaye d'être encore plus gentille avec elles qu'avec les autres pour qu'elles se sentent accueillies et non pas critiquées. Et pour que tout le cheminement qu'on va faire avec elles, on leur explique que justement, peut-être après tout, la décision qu'elles envisagent, c'est peut-être pas la meilleure pour elles, même si elles restent libres vis-à-vis de la loi de la prendre quand même, et même si moi, je suis absolument libre aussi vis-à-vis de la loi de ne pas y participer. Et donc cette dame était très hésitante, et puis j'ai discuté avec elle. Finalement elle m'a dit écoutez, je vais réfléchir et je reviens dans une semaine. Et entre-temps elle a été faire son échographie. Alors là, pas de chance pour moi, c'est que la directrice de cette clinique, qui est dans la périphérie parisienne, qui était échographiste, était aussi la directrice de la clinique en termes financiers. Et qu'évidemment, les avortements, quand même, dans une clinique, c'est quand même une rentabilité assez importante. En tout cas, à l'époque, c'était une partie assez importante de leur activité. Et donc, la patiente, tout à fait innocemment, vient faire son écho, et puis l'échographiste lui dit bon, alors oui, vous voulez arrêter votre grossesse? Ah oui, mais le docteur de Kermadec m'a dit que finalement, il faut que je réfléchisse, donc j'ai pas encore pris ma décision. Et puis, je me suis fait convoquer 3 jours après. Comment? Vous n'avez pas le droit de faire ça, et nous allons vous licencier. Bon, c'était une petite activité pour moi, donc là, je n'étais pas du tout héroïque, parce que c'était pas une activité essentielle. Donc j'ai dit à cette dame, écoutez, voilà, je comprends très bien, mais relisez quand même le texte de la loi qui dit, il le disait à l'époque, il ne le dit plus maintenant malheureusement, mais à l'époque, il disait bien que le premier entretien devait expliquer aux femmes comment faire pour garder leur grossesse. Donc moi j'ai pris l'air la plus imbécile possible, parce que c'était très dur, et je lui dis, oui, mais je comprends bien, mais écoutez,
écoutez madame, si vous me licenciez, moi évidemment, je conduis la loi prud'homme, et puis regardez la loi, hein, vous allez perdre. Alors, licenciez-moi si vous voulez, mais moi je vous assure que je ne fais qu'appliquer la loi. Alors, elle était évidemment extrêmement fâchée, donc j'avoue que j'ai quand même eu 5 bonnes minutes. J'ai eu un peu d'autres tracasseries après, évidemment, quand même, ça peut venger tout de même, mais j'ai gardé mon emploi et puis j'en ai plus jamais entendu parler. Donc encore une fois, ça prouve que il ne faut pas se laisser trop terroriser, quelquefois on peut y arriver. Après, j'ai été chef de service dans un hôpital où il y avait, le problème était plutôt des interruptions médicales de grossesse. Et là, comme vous l'avez dit aussi, j'ai eu la tentation qui m'a été fournie, parce que moi je considérais aussi que ce qui était fait dans mon service, eh bien, j'en étais responsable. Donc j'ai refusé que dans le service que je dirigeais, il y ait des interruptions médicales de grossesse, même pour des cas de handicap pour les enfants à naître. Et donc mes collègues qui n'étaient pas du tout d'accord avec cette décision et qui se sentaient très mal d'assumer cette décision que j'avais prise moi et pour laquelle ils étaient venus en toute connaissance de cause, mais en se disant bon bah elle dit ça pour le poste, puis après on va s'arranger tranquille, personne ne pourra rien me dire. Et du coup ils m'ont dit bah écoutez, c'est simple, on comprend très bien votre position, donc on va faire un groupe de décision et dans lequel on va voter. Comme ça, eh ben, vous pourrez donner votre conscience, vous pourrez donner votre opinion et en toute conscience, vous pourrez vraiment vous exprimer librement. On va voter, puis c'est la majorité qui va décider. Alors là, je leur ai dit que quand même, c'était bien gentil de me prendre vraiment pour une courge à ce point-là, mais c'était quand même un peu injurieux à la limite, parce qu'évidemment, ils étaient tous du même avis qui n'était pas le mien. Je dis pas écoutez, non, pas de ça. Moralité, j'ai réussi à tenir quelques années, mais au bout de quelques années, j'ai quand même été licenciée de mon poste de chef de service. Et pour finir, pour vous dire que l'objection de conscience ne nous est quand même pas complètement reconnue, mais c'est que maintenant, vous ne pouvez plus être chef de service de gynécologie obstétrique si vous n'acceptez un des devoirs du chef de service, c'est d'organiser les IVG dans son service. Comme ils n'arrivent plus à trouver suffisamment de médecins qui peuvent bien les faire, et bien maintenant, c'est un des rôles du chef de service de les organiser dans son service. Donc ça veut dire que si vous ne voulez pas assumer que dans votre service il n'y en ait pas, vous ne pouvez plus être chef de service. Voilà, donc en gros, je pense que quand même, en conclusion, je crois que même quand c'est difficile, il faut bien s'accrocher, bien se dire qu'il y a des choses sur lesquelles on ne passera jamais quoi qu'il arrive, parce que c'est une aide. Je crois que de ne pas être seul et que le réseau que vous avez monté, c'est essentiel, parce que moi, c'était à l'époque où j'étais incroyablement seule, j'étais soutenue vraiment par personne, et quand je dis personne, c'est quasiment personne, maintenant on est mieux soutenus, je pense. Mais que voilà, en restant le plus paisible, le plus souriant, le plus gentil possible, on arrive quand même à faire passer ça moins difficilement, souvent. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons maintenant avoir le témoignage de Josiane Descantons, qui est pharmacien. Je suppose que vous allez en parler, mais les pharmaciens, donc, ça a été évoqué, un statut assez particulier, puisqu'ils n'ont pas le droit à la clause de conscience. Donc, c'est une très bonne chose qu'on puisse avoir ce témoignage ce soir. Je pense que c'est effectivement des combats à mener en ce moment, qui est donc le droit pour les pharmaciens de pouvoir obéir à leur conscience. Merci, bonsoir à vous. Je suis Josiane Justin Descantons, je suis pharmacien, diplômée depuis bientôt 4 années. Et je dirais en fait que pour moi, les questions éthiques ont réellement commencé à me turlupiner lors de mon stage de fin d'études, en 6e année de pharmacie. Je n'y avais pas réfléchi avant, puisque on va dire qu'on n'était pas confronté à la situation avant. Et donc un stage de 6 mois, et donc des prescriptions de contraceptifs, demande de pilules du lendemain. Donc voilà, j'étais un peu mal à l'aise, j'avais des réticences, et ma responsable me disait mais non. Et là, tu remplis ton devoir d'État, tout simplement. Donc, tes réticences, tes convictions personnelles n'ont absolument pas lieu d'être. Donc là, c'est vraiment ton devoir de pharmacien et c'est tout. Donc, je me suis dit, très bien, si c'est comme ça, c'est tout. Je fais mon devoir de pharmacien, je rends service public et voilà. Surtout qu'après, j'ai posé la question à un prêtre qui m'avait répondu exactement la même chose, malheureusement. Et donc voilà, du coup, je me dis, voilà, c'est mon devoir d'État et
voilà tout. Et donc me voilà diplômée, partant de ma province rémoise, j'arrive à Paris. Premier CDI, super, génial, voilà. Et en fait, je travaillais et plus j'essayais de me convaincre que c'était mon devoir d'État et plus ma conscience se rebellait. Bon. Et je me disais, mais bon, voilà, c'est quand même assez curieux parce qu'en parallèle, arrivé à Paris, je me suis formée sur ces questions justement de éthique, hein, parce que dans notre cursus de 6 années pour être pharmacien, il n'y a absolument aucune matière, aucun enseignement sur l'éthique, la conscience, etc. Donc, plus je me formais et plus ma conscience devenait droite, comme disait Thibaut Collin tout à l'heure, cette nécessité de former sa conscience. Et plus en fait j'avais un conflit intérieur assez important. Jusqu'à ce qu'un jour, n'y tenant plus, voilà, j'ai implosé et après j'ai explosé. Et donc je me disais, mais enfin, c'était plus possible. Enfin, comment continuer de délivrer toutes ces choses en sachant pertinemment l'atteinte aux patientes, à la vie que je faisais par ces délivrances. Mais ne sachant pas comment faire, parce que je me voyais mal aller voir mon responsable en disant, bon, vous voyez, bon, aujourd'hui, de go, je ne vends plus ça, hein, moi j'arrête ça, donc j'ai été assez suicidaire et infructueux. Et ça a été un passage un peu long, j'ai beaucoup prié, je disais, mais enfin, Seigneur, c'est toi qui t'en occupes parce que moi je ne sais pas du tout. Et je dois vous dire que quand on se bat pour la vérité, le Seigneur est toujours à notre côté. Et ça, je l'ai expérimenté parce que c'est mon responsable qui est venu me voir me disant, bon, est-ce que tout va bien? Depuis quelques temps, je vous vois un peu déprimé à vue d'œil, qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc je lui ai tout simplement ouvert mon cœur en disant que tous les soirs je rentre en me disant j'ai travaillé contre ma conscience, voilà, je suis en train de l'assassiner petitement, donc c'était plus tenable. Et ce qu'il avait fait, c'est qu'il m'a proposé une clause de conscience interne, c'est-à-dire qu'il me disait quand vous avez ces genres de prescriptions, de demandes, vous pouvez me les passer, me les déléguer ou à d'autres collègues. Dans ce cas-là, quand je déléguais à lui-même, c'était d'égal à égal, donc c'était lui le responsable. Donc en quelque sorte, voilà, c'était une... Je veux dire, la responsabilité n'était pas mienne en ce moment. Donc pendant plusieurs mois, c'était à nouveau la joie de retourner travailler parce que justement, je n'étais plus confrontée à ces questions-là. Et les amis ont commencé un jour où il fallait, pour des raisons économiques, aller travailler dans la pharmacie de son associé. Et là, le titulaire me dit, mais non, il est inconcevable que vous ne délivriez pas ces médicaments en tant que pharmacien, c'est même pas pensable. Mais j'ai quand même réussi à le convaincre en disant, bon là, vu que j'ai pris la liberté de rendre ma conscience libre, il était hors de question que je la repiège à nouveau. Je lui dis, mais c'était pas possible pour moi, je me tue à petit feu et donc c'est hors de question de délivrer ces choses-là. Et au départ, bon, finalement, après discussion, il a réussi et il a cédé. Et en fait, c'était à vue d'œil, puisque en fait, ils m'ont piégé pour pouvoir me licencier après pour faute grave. Parce qu'il y aurait eu, soi-disant, de plaintes de patientes. La première, à qui j'aurais refusé de délivrer une pilule du lendemain, alors qu'à cette date-là, je n'avais jamais eu de demande. Et la deuxième, en fait, en tant que pharmacien, j'ai délégué à mon collègue la délivrance de la pilule du lendemain. Et la prétendue patiente aurait écrit en disant qu'elle allait saisir l'ordre des pharmaciens, puisqu'on n'a pas de clause de conscience. Donc voilà, j'étais vraiment totalement en tort. Et c'est après que je comprendrai que la fameuse cliente était une de ses collègues de promo, donc c'était un piège monté dès le départ. Donc voilà, et résultat, bon, licenciement pour faute grave, refus de délivrance de pilule du lendemain. Et donc, bien entendu, je me suis dit qu'il était hors de question de me laisser faire comme ça. Au moins, j'ai saisi les prud'hommes pour au moins avoir mes indemnités de licenciement. Il n'y a là aucune raison d'être licencié sans ce qui m'est dû, en tout cas. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que à ce moment-là, j'ai trouvé sur mon chemin l'association Objection de la conscience, vraiment qui m'ont beaucoup soutenue.
Et justement, M. Capello en parlait, un soutien vraiment matériel parce que l'aide juridique, pour pouvoir saisir les prud'hommes, j'avais besoin d'un avocat et c'est l'association qui prend les frais et ça c'est vraiment incroyable et c'est génial parce que justement on en parlait, l'objecteur est seul, il est face à sa décision et après les conséquences c'est à lui de les subir et pour cela j'ai eu beaucoup de chance et c'est une association qui soutient véritablement, ce ne sont pas que des belles idées, bon c'est super l'objection etc, mais concrètement on est dans la mousse, qu'est-ce qu'on fait et là vraiment c'est un soutien extraordinaire, donc j'en profite pour vous dire que vous pouvez les soutenir financièrement. et en parallèle également l'association m'a aidé à monter un projet de reprise d'une officine, justement parce que bon, je perds mon boulot, trouver une officine qui veuille bien me laisser travailler en conscience, ce n'est pas chose facile ni évidente. Et donc il a été question justement que je reprenne à mon compte une officine, mais pour des raisons personnelles, je ne me suis pas sentie les reins assez solides pour mener le projet jusqu'au bout. Et donc voilà, pour le moment, après ce licenciement, donc on a un prochain rendez-vous au prud'homme au mois de novembre. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner en espérant surtout que cela, au-delà d'obtenir ce qui m'est dû, entre guillemets, c'est que ça puisse porter au moins la voix des pharmaciens parce que vraiment on est laissé pour compte, quoi. Voilà, vous faites ce qu'on vous dit, vous donnez ces médicaments-là et un point c'est tout. Et autre point, après licenciement, justement, M. Capello en parlait, avec d'autres pharmaciens, en fait, on s'est réunis pour justement mettre en place un réseau pharmaceutique pour ne pas être seul, parce que c'est vraiment très important de se dire, bien, on a des soucis dans notre travail, donc on n'est pas seul isolément à avoir ces questions de conscience. Donc c'est un lieu où on partage nos expériences, on se forme justement pour garder cette conscience droite sur les questions de la vie. Et aussi, et c'est vraiment notre objectif final, de pouvoir exercer une pression sur les autorités et obtenir la clause de conscience pour les pharmaciens. Donc voilà, et pour terminer, bon, actuellement, du coup cette année j'ai repris des études, je suis retournée sur les bancs de l'école pour faire un master 2 pour me reconvertir et donc là je fais une formation en cosmétique, donc voilà, donc ce n'est plus tout à fait la même chose, mais aujourd'hui en fait pour exercer en officine, c'est en tout cas dans l'état actuel des choses, c'est vraiment je dirais impossible. Après bon, chacun fera et sera confronté à ses choix et prendra ses décisions, mais en tout cas si on veut encore exercer en unité en fait de personnes en disant voilà ce que je dois faire, ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui est la vérité, ce que je sais en personne et ce que je fais si on veut vraiment exercer dans cette unité. À l'heure actuelle en officine, ce n'est plus possible. Donc voilà, mais on garde bonne espérance en tout cas avec ces initiatives, avec l'association, avec le réseau des pharmaciens, de pouvoir faire avancer les choses. Merci à vous. En attendant, j'en profite juste pour vous signaler, puisqu'on vient d'avoir le témoignage d'un pharmacien, qu'au fond de la salle, il y a un livre qui reprend en fait les interventions qui ont été données lors du week-end à Bayonne, organisé justement par l'objection et dont a parlé Philippe Capello. Donc ça parle de la question de l'objection de conscience des pharmaciens. Voilà, donc il est au fond de la salle. Ça s'appelle Pharmacien hors la loi. Voilà, c'est à 14 €. C'est pas du tout cher pour se former sur une question aussi intéressante. Et il y a aussi le hors-série de l'homme nouveau dont on vous a parlé déjà au début, qui s'appelle Objection de la conscience tout simplement, qui coûte 7 €. Et c'est 68 pages, éclairage, là encore, pratique et théorique sur la question. Donc voilà. En attendant
attendant que les questions viennent, je voulais insister aussi sur l'importance. On a parlé beaucoup de ceux qui étaient déjà en situation d'avoir à exercer leur objection de conscience, mais il y a aussi le cas des étudiants, enfin dans le cadre de la médecine en particulier, des étudiants en médecine, parce que moi je suis confrontée régulièrement à des gens qui viennent me poser des questions, en sachant un peu quand même mes idées à moi, parce que c'est des futurs médecins qui hésitent à choisir la gynécologie obstétrique à cause de la difficulté à laquelle ils vont avoir à faire pour pouvoir faire respecter justement cette clause de conscience. Et bon, moi je les encourage toujours beaucoup à, même si c'est pas facile, parce qu'on a besoin d'avoir dans le domaine du début de la vie des médecins qui soient justement prêts à la défendre, mais j'avoue que malheureusement beaucoup voient la situation tellement difficile, et elle l'est de plus en plus parce que de plus en plus on essaie de les obliger à passer par des services où on fait des IVG, qu'il y en a beaucoup qui renoncent à faire cette spécialité à cause de ça. Donc on va avoir de plus en plus de difficultés pour que des jeunes prennent cette voie, parce que vraiment c'est vrai que c'est très compliqué de s'engager sous le feu du boulet, quoi. Alors, première question, pourquoi parler d'objection de conscience sans parler d'engagement? Est-ce que un présentateur va nous répondre? Alors, pourquoi parler d'objection de conscience sans parler d'engagement, et préciser entre parenthèses, militantisme, etc. Moi, je pense que quand on est objecteur de conscience dans les domaines qu'on vous a exposés, on s'engage drôlement quand même, parce que on est menacé quelquefois de voies de fait par les patients ou par leur mari. Donc, on vous menace de vous taper dessus quand même physiquement. Je pense que pour les mères, ça a été le cas. Il y a quand même un certain nombre de médecins qui ont été pris à partie avec des violences physiques. On est menacé d'être licencié, et même quelquefois on est licencié, ça vous est arrivé, ça m'est arrivé. Donc je trouve que l'engagement, alors on n'a peut-être pas en plus le temps d'aller le dimanche défiler avec des pancartes, même si en réalité c'est justement nous qui y allons, il faut bien dire. Mais donc l'engagement, c'est pas forcément un engagement à parler sur les ondes ou à prendre un investissement politique, parce que c'est pas non plus notre formation. Mais je pense qu'en décidant d'être objecteur, l'engagement il est de fait. Voilà, je ne sais pas si Thibaut Paulin dira ça d'une façon sûrement beaucoup plus esthétique. Une deuxième question, un pharmacien patron de son officine a-t-il le droit de ne pas proposer à la vente certains types de médicaments? Eh bien, je dirais qu'il y a un peu plus de liberté pour le pharmacien titulaire de son officine, parce que on n'a pas d'obligation de posséder le médicament en stock. Donc cela nous laisse un petit peu de liberté, mais c'est quand même un peu compliqué parce qu'au départ on peut dire bon, on n'en a pas en stock, très bien, donc la patiente peut aller ailleurs, mais si elle demande qu'on lui commande le produit, on est obligé en fait. Donc voilà, donc la seule limite c'est de ne pas avoir le produit en stock, mais pour la pilule du lendemain, bon, c'est un peu on peut passer entre les mailles du filet parce que c'est une pilule d'urgence, donc dans l'urgence on ne va pas commander. Donc voilà, c'est la seule situation, on va dire, c'est le seul confort qu'on puisse avoir, seulement ne pas avoir le produit, mais lorsque la patiente demande de commander, on a l'obligation de commander. Alors oui, il y a une question sur l'objection de conscience et l'Europe, donc la position de l'Union européenne sur la question. Bon, en fait, il y a la question de fond, on l'a bien vu d'ailleurs, c'est la question de la coexistence des droits, et donc qui est vraiment un vrai souci. Donc il y a la liberté de conscience d'un côté, donc le droit
droit à la liberté de conscience, et de l'autre côté, il y a la multiplication de tous les droits. Donc on voit le droit à la santé reproductive, par exemple. Donc, le droit à la santé reproductive, c'est le droit à la pilule du lendemain, c'est le droit à l'avortement. Il y a le droit à mourir dans la dignité, donc voilà, donc l'euthanasie. Donc finalement, il y a un droit contre un autre droit. Et finalement, ça renvoie à la capacité de la démocratie à gérer la cohabitation des droits. Il n'y a aucun principe qui gère cette cohabitation, donc on est dans l'immanent complet. Donc c'est une question de rapport de force. Donc finalement, voilà. Donc c'est difficile de dire. Bon, évidemment, il y a des lobbies à l'œuvre qui sont très très puissants. Donc on peut imaginer qu'il y a un peu David et Goliath, mais la vraie question derrière, c'est l'impossibilité à régler ce problème de cohabitation des droits. Je rajoute juste quelque chose par rapport à alors là, c'est pas l'Union européenne, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, mais qui est en particulier. Il y a eu un avis qui a été rendu le 2 octobre 2001, important, puisque par rapport à une affaire avec des pharmaciens qui ont demandé la reconnaissance de la clause de conscience en tant qu'ils étaient pour leur conviction religieuse, et la Cour a refusé de reconnaître l'objection de conscience, en l'occurrence professionnelle, c'était le cas de pharmacien, au titre de la conviction religieuse. C'est-à-dire que la pratique du culte est reconnue comme un droit essentiel de l'être humain, et comme le dit Gilles Larrey ici, de plus, donc il protège les actes et les comportements tels les actes de culte ou de dévotion, qui sont des aspects de la pratique d'une religion. Mais elle a refusé, donc en 2001, de reconnaître ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la cohérence entre les choix et finalement l'orientation de l'âme, pour des raisons religieuses ou philosophiques d'ailleurs. Et elle a refusé de reconnaître qu'il y avait une manière d'honorer en fait sa croyance profonde en agissant d'une certaine manière, justement sous le rapport, et je relis, elle estime, donc c'est la Cour qui estime, que dès lors que la vente de ce produit, donc c'était les pilules contraceptives et les pilules de mais là c'était les pilules contraceptives, dès lors que la vente de ce produit est légale, intervient sur prescription médicale uniquement et obligatoirement dans les pharmacies, les requérants ne sauraient faire prévaloir et imposer à autrui leur conviction religieuse pour justifier le refus de vente. Donc là on voit clairement comment il y a une jurisprudence qui va dans le sens de la dissociation, et comme vous disiez, le fait qu'il y a une volonté vraiment de déconnecter les personnes et de les mettre dans des situations de conflit de droit. Je voudrais rajouter quelque chose, c'est que en tout cas le combat des pharmaciens, en tout cas sur certains médicaments, avant toute chose, on relève, je dirais, de la santé du patient également. C'est-à-dire que refuser de vendre à une patiente la pilule du lendemain ou la pilule contraceptive, c'est aussi une question de santé pour la patiente qu'on a en face de soi, c'est-à-dire que on voit bien toutes les tous les scandales de santé qu'on a eu il y a quelques années concernant les pilules contraceptives, c'est-à-dire que pour les femmes on dit que c'est la panacée, mais les conséquences sur la santé de la femme, c'est tabou en fait, on n'en parle pas du tout, mais c'est avant tout il y a la santé des patientes qu'on a en face de soi qui est en jeu. Nous, ça nous pose un problème de conscience, mais également prenons en compte les patients qui sont en face. Je voudrais revenir sur l'attitude de l'Europe pour l'objection de conscience dans le domaine de l'avortement. Donc, il y a eu, il y a 3 ans, une tentative d'un député irlandais qui a déposé une demande de nouvelle loi européenne pour supprimer aux gynécologues et aux médecins et donc aux professionnels de santé le droit justement à l'objection de conscience, à la clause de conscience pour l'avortement. Et donc là, nous, on était complètement catastrophés parce qu'on était
était sûr que ça allait passer compte tenu du contexte général. Et il y a un certain nombre d'associations qui défendent la famille au niveau européen qui se sont hyper mobilisées. Et à la stupéfaction, j'avais dit générale, la clause n'est pas passée. Ça veut dire qu'on nous a laissé officiellement la clause de conscience, et comme cette tentative n'est pas passée, eh bien, ça veut dire qu'on reconnaissait au niveau européen la clause de conscience. Alors, il y a de nouveau des nouvelles tentatives, et puis ça passera la prochaine fois peut-être. Mais enfin, ça veut dire que si on se mobilise tous quand même, voilà, je m'accroche toujours à l'optimisme. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ah oui, moi je dois. Oui, ah oui, vas-y. Alors je lis la question, pourriez-vous parler de comment l'État utilise ce que l'on appelle le silencing pour arrêter la parole? Alors je ne connais pas le terme de silencing, excusez-moi, mais par contre, bon, ça c'est vrai qu'il y a quand même un lobby très important pour éviter de parler de tous les effets, pour l'avortement par exemple, pour refuser absolument toute communication, pour dire les effets néfastes par exemple de l'avortement. On dit ces pauvres jeunes filles qui ont des problèmes, on va leur libérer leurs problèmes en faisant un avortement, et on n'explique pas du tout comment on pourrait au contraire utiliser d'autres méthodes pour que ce problème n'ait pas besoin d'être résolu puisqu'il ne se poserait pas. L'exemple le plus incroyable, c'est que les lois qui libéralisaient l'avortement s'accompagnaient de la création de comités de la naissance. Donc ça faisait partie de la loi qui dépénalisait puis autorisait l'avortement. Il y avait dans cette loi la création dans tous les départements de comités pour aider les femmes à garder leurs enfants. Ce qui est bien encore une fois un petit peu contradictoire, mais bon, et les décrets d'application concernant la création de ces comités n'ont jamais été signés. Donc les décrets d'application, ce qui permet à une loi d'être appliquée, ont été signés pour tout le reste, c'est-à-dire la création des avortements, la rétribution des médecins, le remboursement, etc. Mais la création de ces comités qui avaient été une espèce d'huile pour faire passer le truc, en fait. On a dit, oh bah oui, mais on va dépénaliser pour les cas difficiles, mais vous voyez, on va quand même les aider à garder leurs enfants en réalité. Et un certain nombre de gens un petit peu benets se sont fait avoir comme ça, et bing, ça n'a jamais été signé. Et la loi en plus a été changée ensuite, et toute cette partie-là a disparu. Donc effectivement, il y a une volonté tout à fait claire, et il faut reconnaître que aussi au niveau de la parole dans la presse, quand vous essayez de dire ce que nous disons là aujourd'hui, assez curieusement, on ne nous entend pas tellement, en tout cas, même si on nous entend, on ne retransmet pas du tout ce qu'on dit. Après, il y a une deuxième partie, les réalités des problèmes graves de santé par l'IVG et par la contraception. Alors, l'IVG, je viens d'en dire un petit mot. C'est vrai que c'est très difficile d'arriver à faire passer les difficultés de santé qui sont consécutives à l'IVG, ou simplement le fait qu'il y a des patientes qui en souffrent moralement toute leur vie. Et donc ça, on ne le dit pas du tout. Donc elles ne sont pas du tout préparées à ça. Les problèmes de santé sur la contraception, vous en avez dit un petit mot. En même temps, je ne suis pas sûre que ce soit non plus tellement un argument fort, parce qu'il y a des bénéfices de santé aussi. Hein. La contraception, par exemple, la pilule, ça évite certains cancers. Donc voilà, il faut se poser la question de savoir pourquoi nous souhaitons être objecteurs pour la prescription de la pilule, par exemple. C'est pour des questions de respect de la vie et de morale, parce que si c'est uniquement pour des questions de santé, le jour où on va nous démontrer que la pilule est bonne pour la santé, on sera bien embêté. Et c'est vrai qu'il y a certains domaines dans lesquels la pilule a un rôle protecteur. Donc c'est pas forcément un argument. Les cancers de l'ovaire et les cancers du rectum, par exemple, sont moins fréquents chez les utilisatrices de pilules. Il y a probablement d'autres cancers, en particulier les cancers du sein, qui sont quand même en augmentation très importante. Personne ne dit et personne ne veut dire que c'est peut-être en lien avec la contraception, parce que évidemment les lobbies sont quand même extrêmement importants. Merci beaucoup. On va achever ici la soirée. Merci beaucoup à nos 4 intervenants. Je pense qu'on peut les applaudir à nouveau.